Nous allons maintenant céder la parole à Marie-Pia Marchand, qui est titulaire d'un Master 2 en biologie, écologie, évolution, parcours gestion de la biodiversité. Elle est doctorante en écologie à l'Université de Toulouse. Elle réalise sa thèse au laboratoire Laplace, donc laboratoire plasma et conversion d'énergie, et également au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, le CRBE. Grâce à mon échange avec elle, j'ai appris qu'on avait en France plus de 4750 espèces de papillons de nuit, alors qu'on ne compte que 301 papillons de jour. Donc, 163. 63, pardon. Mais c'est dire la richesse de la vie nocturne. Et son sujet, c'est justement l'impact des nuisances sur la biodiversité, la courbe Vélanda des insectes. Bonjour. N'hésitez pas à baisser le micro, s'il faut, il est flexible. Voilà. Ok, super. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de m'accueillir. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler des impacts de la pollution lumineuse sur le vivant et de comment ils sont mesurés. Donc déjà, moi, dans mon travail, je considère qu'il y a deux types de lumière. Donc, il y a une lumière naturelle et une lumière artificielle. Et déjà, au niveau de la lumière... c'est quel bouton vert? C'est celui-là? Oui, super. Au niveau de la lumière naturelle, donc du coup, on peut mesurer ces impacts qui sont connus depuis très longtemps. Donc, on a le soleil qui rythme tous les cycles circadiens, saisonniers. Il y a le crépuscule qui crée une zone très très riche de faune parce qu'il y a deux mondes qui se rencontrent. La Lune qui apporte aussi une lumière cyclique, un avantage visuel pour la prédation, la reproduction, mais qui réduit aussi l'activité notamment de papillons de nuit, donc hétérocères, c'est les papillons de nuit, parce que ce sont des proies. Et la Lune et les étoiles qui sont majoritairement utilisées par énormément d'espèces pour la navigation. Donc comment on mesure ça? C'est principalement des mesures éthologiques, donc observation du comportement, modification hormonale, présence, absence, en fonction des paramètres de la lumière qui sont présents dans l'environnement. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on rajoute une lumière la nuit qui n'existe pas, sachant que la lumière naturelle, tous les êtres vivants, dont nous, on a évolué des millions d'années avec. Et là, on rajoute quelque chose qui, à l'échelle de l'évolution, est très, très, très court. Tadam. Donc, forcément, tout ce qui est rythme circadien, rythme saisonnier, etc., ça va être complètement chamboulé. Il va y avoir aussi tous les cycles hormonaux qui vont être chamboulés et qui sont à la base de ce dont on parlait tout à l'heure avec les exemples des arbres qui gèlent, parce qu'il y a des bourgeonnements qui se font trop vite, etc. Il y a aussi des troubles pour tout ce qui est navigation, orientation. Donc, on parle beaucoup de phototaxie positive. Donc c'est le fait d'être attiré par la lumière. Et en fait, c'est plutôt le fait d'avoir un GPS interne qui est trompé par une lumière qui est ajoutée dans l'environnement et qui fait qu'en fait, ça n'en finit pas de tourner. Vous avez déjà tous et toutes vu ça. Et il y a aussi le contraire qui est la phototaxie négative, qui est le fait de fuir la lumière. Donc ce sont des espèces qu'on appelle lucifuges. Et donc ça crée ce dont on a parlé tout à l'heure aussi, une fragmentation des habitats, parce que c'est moi qui tape là-dedans. Pardon. Parce que vu que ce sont des pièges dont certaines espèces ne peuvent pas sortir ou que certaines espèces n'approchent pas, ça fait qu'il y a des zones qui sont inaccessibles et donc ça va être des zones de nourrissage, de repos, d'élevage des jeunes, de reproduction qui sont séparées les unes d'entre les autres. Et c'est une des 5 causes de crise de la biodiversité, la fragmentation des habitats, avec réchauffement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes, et le 5e qui me reviendra après. Il y a aussi un phénomène de surprédation dans les zones qui sont éclairées. Il y a des prédateurs qui ont bien compris où se trouvaient les proies. Mais il y a aussi des prédateurs qui sont lucifuges, donc qui fuient la lumière, et donc qui se retrouvent dans des zones qui sont... où il y a moins de proies parce qu'elles sont toutes captées par la lumière dans les endroits où il y a ces problématiques-là. Là, je vous ai laissé beaucoup d'exemples sur la slide du bas sur tout ce qui est animaux
principalement et plantes, mais il faut savoir que ça a des impacts aussi sur nous, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est des animaux aussi. Voilà. Donc, on sait comment mesurer ces impacts de par déjà tout ce qui est mesure des impacts de la lumière naturelle. Et on a des petits ajouts. Donc, tout ce qui est cartographie de la pollution lumineuse avec les trames noires, etc. On a les études de terrain, donc comme on a parlé tout à l'heure, avec détection par exemple, de chauves-souris à certains endroits, présence-absence, en fonction des caractéristiques lumineuses des lumières artificielles, piégeage d'insectes, etc. Et on commence à créer des seuils de sensibilité. Donc là, pour les vespertilionidae, les rhinolophites, c'est des chauves-souris. Voilà. C'est des chauves-souris, et c'est un exemple que j'ai trouvé. En fait, 21,3, c'est un ciel de campagne de bonne qualité, il me semble. Et en fait, en dessous, elles vont avoir des problèmes à se déplacer. Donc en fait, les trames noires, selon les espèces, elles vont être efficaces ou pas. Et on sait aussi très bien calculer l'efficacité photosynthétique en fonction de la lumière que les plantes reçoivent. En ce qui concerne les insectes, c'est un peu plus compliqué, parce que déjà on a énormément d'espèces avec tous les modes de vie qui existent. On a des prédateurs, des détritivores, ils se mangent entre eux, il y en a qui vivent le jour, la nuit, au crépuscule, dans l'eau, enfin voilà. Et si on se concentre, par exemple, moi je me suis concentrée sur les papillons de nuit, comme on disait tout à l'heure. Ça c'est parce que je suis nerveuse. Donc, il y a énormément de papillons de nuit, et s'il faut calculer 4750 indices de seuil de sensibilité, ça commence à être un petit peu compliqué, surtout qu'en fait, il y a une structure biologique de l'œil, une petite photo que je vous ai mise là, que j'ai prise moi-même. C'est un œil composé de multiples cellules visuelles. Donc, chaque petit point blanc, en fait, c'est une cellule. C'est comme un tout petit œil. Et en fait, l'œil composé, il est composé de tous ces œils-là, de tous ces yeux-là. Oh, mon Dieu. De tous ces yeux-là. Mais on peut quand même réussir à mesurer certaines choses, certaines réponses visuelles de l'œil dans sa globalité, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est pas une réponse juste d'une cellule. Et là, on arrive sur une partie graphique que j'espère que je vais réussir à vous faire comprendre, parce que j'avais un petit peu la tête dans le guidon quand j'ai fait... Non. Donc l'efficacité spectrale, en fait, en gros, on voit toutes les longueurs d'onde dans l'œil de l'insecte et on sait quel genre de photorécepteur est-ce qu'il possède. Et donc, quelle couleur il voit, tout simplement. Donc là, c'est un papillon de nuit qui s'appelle Autographa gamma. On va utiliser que lui pour après. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de pointeur. Ah non, il n'y a pas de pointeur, c'est pas grave. Donc, grosse partie dans l'UV. Ensuite, UV, bleu, vert, etc. Et après, ça s'effondre pour tout ce qui est jaune, orange, rouge. Donc là, on peut se dire déjà, une lumière chaude, on comprend un petit peu plus pourquoi ça a beaucoup moins d'effet. La sensibilité à l'intensité. Donc là, on n'en voit qu'une seule couleur avec des intensités différentes. Et normalement, en fait, ça monte et il y a un plateau. Là, c'est un papillon de nuit. Donc en fait, c'est un œil qui est très, très, très efficace pour traiter les photons. Et donc la mesure du plateau est en dehors des outils de mesure, mais on peut réussir à le recalculer. Et donc, pareil, comme on s'y attend, plus on envoie une lumière intense, plus il y a une réponse. Et pourquoi pas, par exemple, se dire qu'en dessous de 50% de réponse de telle espèce d'intérêt patrimonial, on réduit l'intensité à cette intensité-là. Et ensuite, ce que j'utilise le plus, du coup, ça va être la réponse visuelle de l'insecte, qui utilise donc ce que l'espèce voit comme couleur, avec la sensibilité à l'intensité. Et donc, on obtient ça avec un modèle mathématique un peu magique que je ne vous ai pas précisé parce que je n'ai pas le temps. Et à côté, en fait, en rouge, j'ai essayé de mettre ça en rouge. La courbe rouge, c'est l'être humain. Et à gauche, là, c'est mon papillon de nuit. Donc, en fait, on vit dans des mondes sensoriels totalement différents. Une autre mesure qu'on peut faire sur l'œil entier, donc c'est la sensibilité à la fréquence. Quand les lumières clignotent,
donc le flicker, et en fait on va mesurer la variabilité de la réponse en fait. Et quand il n'y a plus de variabilité, ça veut dire que juste la lumière ne paraît pas clignotante. Donc ici, c'est 60 Hz pour ce pauvre petit papillon qu'on a torturé. Et une fois qu'on a toutes ces mesures, il y a d'autres mesures qu'on peut faire au niveau du photorécepteur, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, c'est la réponse globale de l'œil, mais on peut faire tout ce qui est polarisation, spatialisation, traitement de l'information. J'ai mis des petites... j'ai essayé de résumer un petit peu comment on faisait ça pour les gens qui sont un petit peu curieux, qui veulent regarder. Mais voilà, on ne peut pas faire ça sur l'œil entier parce que sinon la réponse, elle est trop large, trop brouillée et c'est impossible ou très très dur à mesurer pour l'ensemble de l'œil. Une fois qu'on a toutes ces mesures, du coup, là, on s'amuse et on mesure des petits indices qui sont spécifiques aux insectes parce que, comme vous le savez, les indices photométriques sont très pratiques, mais ils n'ont pas vraiment de sens biologique pour eux parce qu'ils n'ont pas du tout le même système de vision. Et donc, du coup, le premier indice qu'on a mesuré, qu'on a calculé, en fait, c'est la similarité entre la réponse visuelle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était comparée à celle de l'humain, qui faisait de petites bosses comme ça. Et en fait, on a comparé ça à plein de spectres de lampes. Et en fait, l'hypothèse, c'est que si les deux courbes se ressemblent, ça veut dire que l'insecte, il voit très bien cette lumière et que potentiellement, elle a un plus gros impact. Donc on donne un score de 1. Et si au contraire, les courbes n'ont rien à voir, alors on se dit que l'insecte, il ne voit pas. Par exemple, s'il y a une lampe qui a une courbe, juste un pic dans le rouge, on a vu qu'il ne voyait pas le rouge, notre insecte. Donc là, on va être sur du 0 et potentiellement, il ne voit pas la lumière et donc il y a moins d'impact. Oui. Oui. Un autre indice, on s'est dit qu'on allait affiner un petit peu, en fait, c'est que il semblerait que plus une lumière artificielle elle ressemble à une lumière naturelle, plus ça trompe le GPS interne de l'insecte. Donc c'est pour ça, là, on s'est dit, on va prendre un spectre de lumière de lune et le spectre des DI65, c'est ça ? Voilà. Et on va comparer toutes nos lampes qu'on a, et après on pondère par la vision de l'insecte. Et pareil, on a cette forme en courbe. Alors, c'est trié par température de couleur, qui est plus ou moins basée sur la vision humaine quand même, à un certain moment, à un certain point, mais parce que c'est une donnée qui est commune à toutes les lampes qu'on a récupérées. Donc, c'est beaucoup plus facile de les trier comme ça. Et un truc assez surprenant, c'est qu'on pensait que c'est visible sur l'indice d'avant, on pensait que plus la température de couleur elle augmentait, donc il y a plus de bleu dedans, et les insectes sont très très sensibles au bleu, plus ça augmenterait, et en fait non, il y a un plateau au bout d'un moment, et après ça redescend. On utilise aussi donc, la fréquence qu'on avait mesurée précédemment, et après on essaye de tout mettre ensemble. Alors c'est pas forcément évident, mais en fait ça donnerait un graphique à peu près comme ça, qui donnerait une image en fait de de la sensibilité de telle ou telle espèce à la lumière. Donc avec des réponses minimales, maximales. À voir ce que ça donnerait aussi avec d'autres lumières, parce que là c'est fait que avec des LED, mais on peut s'amuser à faire avec des spectres qui existent en ligne d'incandescence, d'halogène, des lampes fluo, etc. De mesurer d'autres indices, d'autres caractéristiques aussi, évidemment. On n'a pas ce qui est polarisation, qui est très important aussi pour la navigation des insectes. Voilà, peut-être le mettre en 3D, en tout cas faire quelque chose d'exploitable et sur lequel en fait, on puisse mettre aussi les caractéristiques d'une lampe pour voir en fait, directement visuellement qu'est-ce qui est le plus dérangeant pour l'insecte et où est-ce qu'on peut avoir une action directement pour que ce soit plus facile pour la biodiversité. Voilà, merci.